ça. Je suis très content d'être parmi vous ici à l'UQAM pour les 2 mois pour démarrer ma sabbatique. Comme je disais à Lucie tantôt, ça fait du bien de voir, de parler de vive voix et de voir face à face des gens avec qui des gens que j'ai lus, des gens avec qui je collabore, j'écris. Donc, je suis très content d'être là. Et puis effectivement, avec mon étudiant en chambre que j'ai apporté avec moi de la maîtrise en études de l'environnement à l'Université de Moncton, nous travaillons sur un projet qui fait l'intersection en fait entre les compétences environnementales et les compétences numériques. Donc, des champs de spécialisation en recherche, comme jeune chercheur, on essaie de se trouver. Puis, tranquillement, je pense que je cible un champ que je peux dire peut-être spécialisé davantage, où justement, ça va jouer dans cette intersection-là. Je travaille beaucoup aussi au développement de compétences numériques, des compétences digitales, technologiques. Et puis, la recherche actuelle pour le CRSH, celle dont on va vous parler un peu aujourd'hui, en fait, joue un peu dans ce terrain-là d'intersection entre les deux développements de compétences. En termes de problématiques, je ne vais pas passer du temps trop là-dessus parce qu'on est tous ici, on est tout à fait conscients de la problématique en jeu, effectivement, autour du changement de notre environnement, un changement qui, comme on le sait bien, s'effectue à cause de nous, en fait. Les êtres humains, on est très responsables de ce changement-là, très accru, notamment autour des changements climatiques et le changement de l'atmosphère en tant que CO2. Donc, la stabilité, effectivement, de la planète est beaucoup influencée par l'être humain. Ça, on le sait, on l'accepte. C'est encore plus pertinent aujourd'hui dans un ère politique un peu bizarre, en fait, avec nos voisins du Sud, leur leader qui a certains points de vue qui divergent de ce que le monde entier, en fait, avec l'accord de Paris, semble avoir eu consensus autour au moins de la reconnaissance du problème puis d'une action à faire collectivement. Tout d'un coup, on a une ère politique un peu différente. Et justement, je lisais un article de journal où la chancelière Angela Merkel de l'Allemagne veut travailler avec des États individuels au lieu de la fédération, pas la fédération, mais le gouvernement des États-Unis sous Trump. Elle veut travailler avec des États spécifiques intéressés à poursuivre quand même des objectifs de l'accord de Paris. Fait qu'on est dans un bizarre de temps, mais c'est impossible de nier le fait que nous avons un effet sur notre environnement, c'est certain. Ça étant dit, on veut changer, on veut aider. On a un genre de mouvement, de reconnaissance du problème, des problèmes environnementaux, notamment du changement climatique. Et puis, au Canada, ici, on a des études de sondage, des boîtes de sondage, notamment en Écosse. Et puis tout récemment, ils ont quand même repéré un sondage de presque 2100 personnes. Et puis on a noté que 83% de ces personnes-là ont quand même démontré un engagement, c'est-à-dire une préoccupation, pas un engagement, mais une préoccupation pour l'environnement et notamment par rapport au changement climatique. Donc au Canada, au moins, on reconnaît le problème, on veut changer. Même si on veut changer, c'est pas facile. Et puis on a beaucoup de difficultés dans différents travaux de recherche, même dans des forums d'information informels ou vulgarisés. On reconnaît que même si on veut changer, c'est très difficile. Et puis il y a plusieurs auteurs en psychologie du changement, etc., que j'ai lus, qui effectivement donnent un aperçu du problème, mais effectivement, c'est pas simple. Donc, problématique à part, ça sur quoi je veux concentrer aujourd'hui, c'est vous partager un peu une perspective à 2 volets du regard que j'ai par rapport à ce problème-là. Comme chercheur, comme intéressé à l'environnement, on se développe une niche, une petite, j'aime beaucoup ce mot, la niche écologique, vraiment en disant comme c'est vraiment mon rôle, ma place dans la lutte contre cette problématique-là. Et puis, ma niche, effectivement, comme je l'ai dit tantôt, se précise et puis
va vers, c'est ça, deux perspectives. Donc, l'une qui reconnaît un contexte de changement collectif. Moi, je choisis de regarder la famille depuis mes études doctorales 2010, 11, 12 à peu près. Et puis, j'ai écrit quelques trucs là-dessus depuis. Et puis, à partir des études doctorales, j'ai quand même eu l'occasion de faire 3, 4 différents projets où il y a des familles qui ont été impliquées. Alors, mon contact avec des familles intéressées à changer grossit. Et puis, s'étend au-delà de 50 familles où il y a eu un contact direct, des entretiens, au moins un entretien profond, si pas plusieurs, dans un processus ou un regard de processus. Donc, ça commence à se clarifier par rapport à comment intervenir dans ce contexte-là, qui, comme Lucie l'a dit tantôt, effectivement, est un contexte d'intervention pas beaucoup regardé en éducation relative à l'environnement. Pourquoi la famille? Ben, je vous en parlerai tantôt, mais c'est d'abord dans ce regard, ou cette perspective-là, de changement collectif, précisément dans le contexte de la famille, mais qui s'étendrait très facilement. Si on met plusieurs familles ensemble, on peut parler de communauté. Si on peut parler de communauté, ben, c'est une communauté qui peut se multiplier, grandir, et puis tout d'un coup, une intervention dans une petite collectivité comme la famille peut devenir une intervention plus grande dans une plus grande collectivité comme une communauté. L'autre volet de la perspective ou du regard que je porte sur le problème, c'est une perspective par rapport à la possibilité des technologies comme outils d'intervention. Donc, la présentation aujourd'hui et puis la discussion qui enchaînera vraiment portera sur ces deux perspectives-là et celle qui vous interpellera le plus, d'ailleurs, poser vos questions par rapport à ça. Mais en fait, c'est la possibilité ou l'impact possible des technologies en changement d'un comportement ou en adoption de comportement environnemental dans le contexte collectif de famille. Donc, d'abord, si on regarde la première perspective de changement de comportement dans la famille, donc très rapidement, pas pour là j'ai mis beaucoup de texte sur la diapo, c'est pour votre bénéfice, pour que vous puissiez lire, mais au fond, je vous apprends rien. On sait qu'effectivement, il y a une psychologie du changement de comportement qui existe. Il y a plusieurs auteurs qui se sont penchés sur cette question-là depuis plusieurs décennies, plusieurs siècles même en fait. Mais récemment, ou relativement récemment, dans ce regard du changement de comportement, ben, je me suis tourné vers les recherches de Hirschfield et collaborateurs, où ils ont fait un genre de rassemblement de certaines théories les plus communes. Donc, il y a des gros joueurs, Fishbein, Agin, c'est des gros joueurs dans le changement de comportement. Donc, Hirschfield et ses collaborateurs ont pris ça, ils ont fait un genre de mise en commun de ces auteurs-là pour nous présenter un peu ce qu'ils appellent des conditions liées au changement de comportement. Donc, pour simplifier, je choisis de vous présenter peut-être quelques-unes de ces conditions-là tantôt, mais notons que c'est un champ qui est très vaste et ce n'est pas mon champ de spécialisation proprement, mais j'en prends des notions de ce champ-là pour faciliter ma compréhension du changement de comportement dans le contexte de famille en environnement. Donc, ils ont proposé ce cadre d'application consensuelle, comme je l'ai dit tantôt, qui unifie plusieurs des principales théories de changement de comportement. Notamment celle de Prochaska et Di Clemente, qui eux, j'ai beaucoup cité dans ma thèse de doctorat, où ils présentent vraiment des étapes de changement qui paraissent intéressantes à mon avis. Et voilà le gros joueur Agile dont j'ai parlé tantôt ici. Alors, le soutien est une affaire collective, c'est parce qu'effectivement, changer, ben, on sait que c'est plus facile quand on le fait ensemble. Donc, quand on parle du changement de comportement, souvent, on va parler de ces théories-là de Agile, etc. Ils vont dire, ben, l'individu qui change, il le fait comment? L'individu qui veut changer, il vit ça comment? Donc, on le voit d'une perspective individuelle. Et ça, souvent, c'est nécessaire. Si on veut développer des modèles, des théories de changement, bien, on va réduire au plus petit point, dire, bien, comment ça se passe là. Puis après ça, on va essayer d'extrapoler pour voir comment il y a des liens sociaux qui pourraient affecter ce changement-là. Mais en fait, les définitions de changement de comportement sont souvent visées vers l'individu. Bien, effectivement, comme le dit Agile,
peut pas ignorer que non plus les liens sociaux qui font en sorte qu'un changement va se faire. Un changement qui se fait donc mieux dans un environnement, comme le dit Arjun, social. Ça étant dit, ben, effectivement, c'est plus facile à changer comme groupe. Alors, je me suis dit, ben, regardons un groupe en particulier, la famille. Donc, j'ai commencé à lire dans le champ des études familiales, la thérapie familiale, la psychologie, j'ai beaucoup lu là-dessus aussi, on ne peut pas ignorer ça. Des auteurs qui nous parlent de comment opère une famille qui est équilibrée, la dynamique, comment ça se passe entre les générations, entre les frères et sœurs, entre le couple, etc. Donc, il y a beaucoup de lectures qui ont dû être faites et empruntées du domaine de la psychologie, comme je l'ai dit tantôt. Mais à mesure que j'ai lu là-dessus, ça s'est comme étendu un peu, puis on a parlé de la famille, non pas comme milieu d'intervention où il y avait un problème, parce que la thérapie familiale, ben, ça suppose qu'il y a une déstabilisation, ou un déséquilibre, ou quelque chose qu'on veut régler pour arriver à, justement, une dynamique équilibrée. Alors, je me suis dit, ben, c'est pas vraiment ça que je veux regarder, mais si on voyait un partage déséquilibré de valeurs environnementales à l'intérieur de la famille, comment ça se jouerait? Si, par exemple, un membre du couple, parent, a des valeurs écocentriques fortes, et l'autre partenaire a plutôt des valeurs qui tirent vers l'égocentrisme. Comment ça se joue dans les actions de la famille, de la maisonnée, en termes d'action environnementale, de mode de vie? Et là, mes études doctorales m'ont ouvert les yeux très très fort là-dessus parce que, comme je le partageais à quelques-unes de mes collègues de classe, parce que, en plus d'être professeur invité ici à l'UQAM pendant ma sabbatique, je prends un cours dans le programme le micro-programme en éducation relative à l'environnement, et puis j'ai pu donc connaître des collègues de classe à cet égard-là. En jasant comme ça, j'ai partagé un peu de ma recherche une bonne soirée, puis j'ai partagé justement à Sonia quand j'ai dit que une des familles qui faisait partie de mon étude doctorale, à peu près à la fin du parcours du projet doctoral, se sont séparés. Ils ont connu un divorce. Et puis, ben, j'ai eu l'occasion de jaser auprès du participant par après. Je me suis excusé, j'espère que ce n'est pas ma faute. Il m'a assuré que non. Mais il m'a aussi tout à fait partagé que le projet leur a permis comme couple de voir à quel point ils ne partageaient pas les mêmes valeurs. Donc, ça m'a ouvert les yeux à l'importance des valeurs, qu'elles soient communes dans une action qui veut être collective vers un point commun, vers un but commun de changer des modes de vie. Alors, je n'ai pas lâché, ça m'a occupé pour longtemps cette expérience-là, puis ça alimente un peu mon désir de vouloir mieux comprendre comment ça se passe comme changement de mode de vie à l'intérieur de la famille. Petite anecdote, parenthèse fermée. Il y a d'autres études qui démontrent, en fait, ou qui ouvrent la porte vers l'importance de la famille comme contexte d'intervention ou contexte de changement, je préfère dire contexte de changement, en éducation relative à l'environnement. Donc, en Australie, il y a des études de l'OCDE aussi qui nous montrent effectivement l'influence possible des membres de famille dans un désir ou dans un mouvement de pouvoir changer son comportement. Alors, ça aussi, ça aide à justifier le milieu de changement. Donc, voici un peu un tableau qui résume certaines de ces conditions-là dont je parlais tantôt, provenant de Hirschfeld et collaborateurs. Les conditions qui pourraient favoriser l'action environnementale dans la famille. Donc, les énoncés que vous voyez ici ont été légèrement modifiés pour le contexte de la famille. Donc, une famille qui voudrait adopter des actions environnementales, c'est une famille qui devrait avoir l'intention de vouloir changer. C'est sûr qu'on ne peut pas parler de changement de comportement si on ne part pas de l'intention, ce qui est central dans les théories de changement de comportement en psychologie. Il faut avoir l'intention. Qu'est-ce qui alimente l'intention? Qu'est-ce qui la transforme vers l'action? Ça, c'est une autre question. Bon. Mais il devrait avoir peu de... Je ne vais pas dire pas de barrières. Il y a toujours des barrières ou des contraintes au changement de comportement ou à l'adoption de comportement environnemental, mais d'en avoir le moins possible, ça serait bien. Les membres de la famille ont des habitudes ou des habiletés, devrais-je dire, nécessaires pour l'adoption de comportement. Ils ont des compétences ou des habiletés qui leur permettraient de changer.
par exemple, un sentiment d'ouverture d'esprit, une capacité de s'adapter, des compétences en termes de communication interpersonnelle, donc par exemple. Il y a plusieurs de ces compétences-là qu'on pourrait nommer. Les membres de la famille perçoivent une pression sociale favorable à l'adoption du comportement. Donc, je retourne tantôt au sondage Écosse, là, où il parlait d'effectivement une préoccupation chez la population canadienne par rapport aux problèmes environnementaux. Alors, si j'ai une préoccupation par rapport à l'environnement, ben, ça serait logique de dire que je perçois une certaine pression favorable pour le changement. Les membres de la famille considèrent que le comportement respecte leurs principes personnels. Je parle de valeur tantôt. Les membres de la famille se voient comme étant assez efficaces pour adopter le comportement. Donc, le sentiment d'auto-efficacité puis de capacité de changer, c'est important. Donc, à la colonne de droite, on va résumer ça avec quelques petits mots-clés. Donc, on a une intention d'agir, un contexte d'action qui permet le changement, le savoir-faire pour changer, les normes sociales perçues qui vont dans la même direction, et les valeurs personnelles dont je parlais tantôt qui sont si importantes, ainsi qu'un centre de contrôle interne ou un sentiment d'être capable de changer. Donc, voilà quelques-unes des conditions qui découlent de Hirschfield et collaborateurs, nos recherches avec Diane et moi-même, mes propres recherches dans le contexte familial, en empruntant du domaine de la psychologie du changement de comportement, en empruntant aussi de la thérapie familiale, etc. Donc, on arrive un peu à ce genre de tableau-là qui résume, à mon avis, quelques-unes des conditions qui seraient nécessaires au changement dans le contexte de famille vers des actions environnementales. Pourquoi la famille? Ben, comme Lucie l'a dit tantôt, c'est une perspective de recherche peu examinée en éducation relative à l'environnement. Donc, ça prendrait quelqu'un pour le regarder, effectivement. Je me suis dit, ben, quand on est jeune chercheur et on cherche une niche, on essaie de regarder, il y a moins de choses qui se font. Puis avec mes études doctorales, comme je vous l'ai dit tantôt, ça m'a vraiment occupé. Là. Je me suis dit, bon, il y a quelque chose là. C'est un dénominateur commun à toute société. C'est un milieu de changement qui est sécurisant aussi. Hein. On a quand même, normalement, lorsqu'il y a un équilibre dans la dynamique familiale, on peut s'appuyer sur nos parents, sur notre frère, notre sœur, ou peut-être notre grand-parent qui reste à la maisonnée, ou peut-être une petite nièce qui est visiteur, je ne sais pas moi, pendant ses études universitaires. Donc, la constitution de la famille, c'est une autre question, c'est très différent et vaste. Mais peu importe, il y aurait normalement un milieu qui est sécurisant. Et l'appui au changement, donc on tend à mieux intégrer un changement si on ne se sent pas seul. C'est bien, on l'a dit tantôt. Qui parle du contexte d'action de la famille en éducation relative à l'environnement, mais très rapidement, ça c'est une diapo que j'ai déjà présentée il y a 3 ans dans un colloque parmi vous, peut-être que vous allez la reconnaître, mais c'est une citation, un petit extrait de quelques auteurs qui parlent de ça au travers du monde. Donc Philip Payne en Australie, lui il dit, c'est ça, un membre de famille peut façonner l'action d'un autre membre de famille. Et les enfants imitent souvent les pratiques écologiques des parents, consciemment ou inconsciemment. Donc, c'est pas révolutionnaire, mais c'est quelque chose, donc il y a des recherches que Payne a faites en Australie qui appuie cette façon de voir. Granoch, aux Pays-Bas, lui, va dire ben, famille, c'est égal, unité de socialisation très puissante. Donc, encore une fois, cette idée que c'est un milieu sécurisant de changement. Et puis, quand on dit très puissant, ben, on peut dire qu'il y a une capacité, il y a une possibilité de changement importante, mais il y a aussi cette idée de multiplicité du changement. Si une famille change, elle communique à l'intérieur de sa petite communauté avec d'autres familles, tout d'un coup, on a un mouvement qui risque de se créer. Barr et Gilge au Royaume-Uni, eux, ils vont parler d'une éco-citoyenneté qui se développe dans une pratique quotidienne, dans le mode de vie. Donc, les modes de vie dans les maisonnées, les modes de vie chez nous, chez vous, à la maison. Et finalement, Vargas aux États-Unis vont parler d'une communication familiale qui peut faciliter l'intégration des modes de vie éco-durables. Je vais parler de compétences tantôt environnementales. La communication, c'est certainement une compétence, cette capacité de communiquer à l'intérieur du groupe. Et puis, bien sûr, au Canada, ben, nos propres recherches sur des compétences environnementales en contexte de famille nous amènent à proposer un concept que nous avons appelé il y a quelques années éco-citoyenneté familiale.
Le concept de l'éco-citoyenneté familiale, la modélisation de ce concept-là évolue encore à partir de la thèse doctorale de 2012 à maintenant. Et puis, je peux vous dire que les gros morceaux jusqu'à date, en empruntant, comme je l'ai dit tantôt, de quelques champs connexes, on parlerait d'une dynamique familiale. Une dynamique familiale qui est équilibrée, où la communication est saine. Et où règne un environnement quand même qui est sain et équilibré. Donc ça, c'est important. Une dynamique familiale qui est non équilibrée n'est pas propice comme milieu de changement, que ce soit le changement environnemental ou autre changement. On peut parler aussi de compétences environnementales collectives. Donc, j'ai parlé tantôt de communication, sentiment d'auto-efficacité, la persévérance, l'ouverture d'esprit, la collaboration. Ce sont des compétences qui se marient bien avec un désir d'adopter des comportements environnementaux. Donc, il faut être en mesure de savoir comment changer, de mettre à profit certaines compétences pour l'adoption de comportements environnementaux. Et bien sûr, il y a cette idée de valeur écocentrique commune. Donc, c'est très important, cette idée qu'on partage le même chemin, le même désir de vouloir emprunter une route vers un changement ou l'adoption de mode de vie écologique. Donc, les milieux de maison et d'école peuvent tous les deux collaborer ou aider à ancrer une dynamique familiale et des valeurs et des compétences, ainsi que le réseau d'amis, bien sûr. Maintenant, ce que je viens ajouter à ce modèle-là, potentiellement ou tentativement, où l'exploration se continue, parce que la modélisation, c'est une affaire évolutive, qui ouvre la porte vers la deuxième perspective du séminaire d'aujourd'hui, c'est que toutes ces dimensions-là, que ce soit la dynamique familiale, les valeurs écocentriques communes ou le développement de compétences environnementales collectives, à la maison, à l'école, entre amis, tout peut, semblerait-il, possiblement, c'est la question que je pose en ce moment, être affecté par des technologies, les médias sociaux en particulier. Donc, quand on parle de médias sociaux, là, on peut dire, ben oui, effectivement, amis, c'est certain. Entre les réseaux d'amis, on a certainement un réseautage qui se passe dans ce milieu social-là. Certainement à l'école, entre l'école et la maison, on voit l'émergence de blogs de classe, de pages Facebook privées de classe, on a évidemment des sites web, des courriels, donc on a connexion entre l'école et la communauté qui passe par les technologies qui ne cessent de grandir en ce moment. La maison aussi. À l'intérieur de la maison, entre parents et pré-ados, ados, on a beaucoup de communication via texte. Beaucoup de communication via, moins le courriel, les jeunes s'est dépassé un peu le courriel, mais beaucoup de textos. Donc, anecdotiquement, c'est certain que moi j'ai 2 ados à la maison, et puis en effet, la communication se fait très facilement par texte, et puis des fois pour des choses très banales, mais en fait, est-ce que c'est tout bien? Est-ce qu'il y a des côtés qui sont moins agréables? Certainement, on pourra en discuter tantôt, mais impossible de nier le fait qu'il y a un effet. Donc, la technologie agit sur tous ces sphères-là, à mon avis, d'une façon ou d'une autre, notamment en passant par les médias sociaux. Donc, le questionnement, ou l'évolution de questionnement, qu'est-ce qui serait le rôle potentiel, justement, des technologies, notamment des réseaux sociaux? Je nomme Facebook et Twitter, en toute honnêteté, aujourd'hui, si vous avez des ados, vous savez que Facebook, pour eux, ça devient passé un peu ça aussi, probablement parce que leurs parents sont sur Facebook davantage. Mais là, on parle plus de différentes plateformes de médias sociaux qui dépassent Facebook. Mais parce que nous, on cherche à regarder un petit peu à l'intérieur de la famille comment les réseaux sociaux peuvent affecter, il faut choisir une plateforme où les deux ou 3 générations même peuvent se rencontrer. Donc, on a choisi Facebook et Twitter parce qu'ils sont pas mal plus communs. Donc, comment est-ce que ces réseaux sociaux potentiellement-là pourraient affecter ou agir sur l'adoption de modes de vie collectifs qui sont environnementaux ou écologiques dans la famille? Donc, c'est un peu de là où part la question.
impossible de nier, comme je l'ai dit tantôt, qu'on soit d'accord ou non, les technologies font énormément partie du monde aujourd'hui. Donc, Global Digital Snapshot de Hootsuite nous montre qu'on est à peu près 7,5 milliards d'individus sur la planète Terre en ce moment. Notez que à peu près la moitié de ces individus-là ont accès à l'Internet ou sont des utilisateurs d'Internet. La moitié de la population mondiale a accès à l'Internet. Un tiers à peu près, un petit peu plus qu'un tiers, donc 37%, sont actifs sur les médias sociaux. Mais pensez à ça une minute, là. C'est de toutes les communautés, de tous les pays mondiaux, avec des niveaux de développement variants, mais tout ce monde-là ensemble, et puis on arrive à 37% qui sont actifs sur les médias sociaux. C'est quand même important et impossible à ignorer, à mon avis. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on aura l'occasion d'ouvrir la porte de discussion vers c'est-il bon, c'est-il mauvais, y a-t-il des côtés mauvais? Effectivement, il y en a, on jasera. Mais peu importe ton point de vue par rapport à l'impact environnemental potentiel des technologies, ou c'est bien fait, c'est impossible de nier leur présence dans le monde d'aujourd'hui. Donc, est-ce que vous reconnaissez tous ces symboles de réseaux sociaux-là? Vous connaissez Facebook, vous connaissez Twitter, Instagram, YouTube, Skype, Snapchat. Volkswagen. Lucie, C'est des blogs, WordPress, voilà. Et puis Pinterest. C'est incroyable. Tu n'as juste qu'à taper dans Google logo, médias sociaux. C'est un assaut de logos, c'est incroyable. Je ne me prends pas pour meilleur qu'un autre. Il y a plusieurs, quand j'ai regardé, là je vous en ai sorti des plus populaires, mais il y en a qui n'ont aucune idée. Les enfants, ils savent, moi je sais pas. Mais c'est occidental aussi. Tout à fait. Très bon point. Très bon point. Il y a plein d'autres plateformes. Et puis aussi, on peut parler d'Android versus Apple. On peut parler... Mais tout à fait, il y a des plateformes qui viennent de d'autres parties du monde que nous, on ne connaît pas ici dans l'Occident. C'est sûr. Mais en fait, c'est certain que là-dedans se joue beaucoup de communication, beaucoup d'interaction. Et puis, à mon avis, je me pose la question, est-ce qu'il y a moyen de profiter de ce mouvement-là de partage social, de réseautage, pour engendrer un peu, c'est ça, davantage un regard vers des modèles plus écologiques? Les auteurs qui nous disent effectivement qu'on devrait considérer les médias sociaux. C'est pas juste moi qui dis ça uniquement, je ne suis pas le seul à dire ça. Je me fonde sur d'autres recherches relativement récentes qui parlent de l'importance potentielle des médias sociaux dans l'action écologique. Barre tantôt de Lancy va mentionner l'importance des médias sociaux aussi, effectivement, et le comportement en famille. C'est quelque chose à considérer aussi, comme je dis tantôt, entre les générations potentiellement, ça peut ouvrir la porte vers des communications intéressantes. Là aussi, de Lancy, on parle de ça aussi, ainsi que Reed et Tellis, ils ont fait un sondage tantôt. 35% des familles étudiées ont déclaré que l'éthique les ont rapprochés. C'est self-reporting, de quelle façon ils se sont rapprochés, on ignore, mais bon, il y a quelque chose là. Le potentiel d'accroissement en termes d'innovation technologique peut jouer ou peut être clé dans l'engagement familial envers aussi l'interaction parents-enfants. Donc, il y a quelque chose. Berle et ses collaborateurs nous disent que les médias sociaux peuvent aider à conscientiser l'adolescent. Ces mêmes auteurs-là ont aussi démontré effectivement que les médias sociaux peuvent agir comme support dans les efforts de changement de comportement. Lorsqu'on est dans un stade relativement bas du modèle d'approche à cela. Pour finir, on a d'autres auteurs qui nous parlent du potentiel sur le sentiment d'autodétermination. Et puis, Kane et les collaborateurs parlent des médias sociaux, Facebook notamment, comme un outil complémentaire qui pourrait être important dans le choix de services écologiques. Donc, il y a des gens qui parlent de ça.
Qu'arriverait-il si notre fil d'actualité Facebook comportait des entrées régulières sur l'environnement et nous exposait à divers moyens de pratiquer des modes de vie plus écologiques? Imaginez-vous, vous êtes des consommateurs de Facebook, quelques-uns de vous autres, j'ai l'impression. Dans votre fil d'actualité, qu'est-ce qui arriverait si tout d'un coup, en tout cas, on se comprend que votre fil d'actualité a probablement déjà des entrées qui sont de sources écologiques, mais pour une famille typique, si on avait davantage de messages, ou de partages, ou de liens vers des informations, ou des invitations vers des communautés où on partageait des valeurs écologiques, si davantage il y avait ça dans nos réseaux, est-ce que ça changerait notre vision de l'environnement? Serions-nous plus aptes à maintenir des actions environnementales avec de tels renforcements? Donc, nous avons monté une recherche par rapport à ça, celle dont Lucie disait tantôt sur laquelle elle est collaboratrice, avec deux volets, un volet Moncton, petit centre urbain, volet Montréal, plus grand centre urbain, collecte de données qui se fera à l'automne 2017. Mais au fond, on peut décrire le rôle des réseaux sociaux numériques, notamment Facebook et Twitter, dans l'adoption de modes de vie éco-durables collectifs dans la famille. On s'est servi des factures d'électricité comme indicateur, le nombre de kilowattheures consommés du mois de l'expérimentation comparé au mois semblable de l'année dernière, avec, comme Sean va vous dire, des transformations mathématiques pour prendre en compte des variations de température. Donc, ça a été notre indicateur descriptif quantitatif. On a aussi parlé aux femmes. Je vais laisser Sean parler de l'étude pour les 4-5 prochaines diapos, où il va vous présenter un portrait descriptif de ce qu'on a trouvé à date. Ce sont les données dont va se servir Sean pour sa thèse de maîtrise en études de l'environnement. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'avoir venu à cette présentation. Justement, comme M. Michel a dit, je vais vous présenter un peu les résultats vraiment très préliminaires en surface de ma partie d'études que j'ai faite en diète. Justement, sur l'objectif de voir est-ce que les réseaux sociaux peuvent avoir une influence sur la réduction de consommation d'énergie en tant que famille. Donc, c'était une étude de communauté, donc on avait plusieurs familles ensemble, dont au moins une personne était connectée sur un groupe Facebook. Donc, on avait créé un groupe Facebook spécial pour le projet, qu'on avait fermé au public. Donc, il n'y avait pas d'interaction externe qui se passait rien, c'était juste nos familles ensemble. Puis, il y avait une famille modèle, je pense que je balance dans mes affaires. Il y avait une famille qu'on a décidé qu'elle serait modèle. C'est une famille de l'Université de Moncton qu'on voyait qu'elle avait déjà quand même une expertise environnementale, qu'elle faisait déjà des actions environnementales chez elle. Puis on a dit à cette famille-là, pourquoi tu ne deviendrais pas modèle pour essayer d'influencer les autres familles? Donc, en tant que chercheurs, nous, on se reculait, puis on a dit aux familles, réduisez votre consommation d'énergie. Puis ensuite de ça, on a été voir chaque famille avec des entretiens sortis, voir qu'est-ce qu'elles ont passé l'expérience, puis justement, avec les factures d'électricité, voir s'ils ont eu des réductions d'énergie. Donc, c'était un échantillonnage intentionnel. Donc, selon le Pelleton en 2007, il y a deux critères de sélection. L'intention collective d'adopter des modes de vie éco-durables et l'utilisation des téléphones intelligents. On parle de téléphones intelligents, on peut longtemps qu'ils soient sur les médias sociaux. Okay. Mais c'est ça. Il fallait que la famille ait l'intention de vouloir changer son comportement. On ne voulait pas prendre une famille qui ne voulait pas rien savoir. Puis on voulait vraiment que la famille ait l'intention pour voir si ça allait vraiment réduire la quantité d'énergie consommée. Puis justement, avoir un téléphone intelligent ou une tablette ou quelque chose pour être connecté sur Facebook et sur Twitter, sur les réseaux sociaux, pour pouvoir participer aux échanges avec les autres familles. Donc, en tout, c'était 12 familles de la ville de Dieppe au Nouveau-Brunswick, qui est au sud-est, dans le coin de Moncton, 5 minutes de Moncton. Puis, les outils de collecte, ça a été les factures mensuelles, puis des entretiens après les 4 mois d'expérimentation. Donc, les 12 familles ont été ensemble dans le groupe pendant 4 mois consécutifs. Puis là, ils ont partagé entre elles pour essayer de trouver des trucs, des astuces,
des choses qu'elles pourraient faire chez eux pour réduire leur consommation. Donc, comme je l'ai mentionné, ça a été 4 mois d'observation. J'ai construit les grilles que je remplissais quotidiennement. Donc, telle personne a rempli, telle personne a publié telle chose. Ça rentrait dans tel concept. Comme par exemple, madame, elle a mis une publication qui a fermé les lumières dans les chambres quand elle n'était pas là. Ça rentrait dans un concept plus électrique. Une autre personne disait qu'elle avait isolé son chauffe-eau. On mettait ça dans l'eau chaude, l'isolation. Donc, on avait des grilles quotidiennes qu'on faisait. Puis à la suite, à la fin des 4 mois, j'ai tout repris ensemble le groupe Facebook pour voir si j'avais pas oublié des données ou des choses du genre. On va parler plus de Facebook parce que Twitter, ça n'a pas vraiment fonctionné fort. Donc, on peut oublier la section Twitter pour la présentation ici. Tous les membres de la famille participante pouvaient participer aux échanges. Donc, on espérait au moins avoir une personne. Il y a certaines familles que c'était les 2 membres du couple, les 2 parents. Je pense qu'il y avait une famille, s'il y avait un enfant aussi, je pense. Ça, c'est à revérifier. C'est tous les membres qui pouvaient être dans le groupe. C'était pas juste une personne. Puis, comme j'ai mentionné, le groupe de Facebook était dans un public fermé. C'était pas ouvert au public. Puis le mot-clic Twitter, on a essayé de cacher tout le monde. Donc, c'était juste les familles qui pouvaient avoir le mot-clic, le hashtag. Donc, il n'y avait pas vraiment personne qui pouvait influencer dans notre recherche. Puis, comme j'ai mentionné, une famille est un modèle, motivait les familles, stimuler la communication. Il y avait quelques concours qui ont été faits pour gagner des certificats cadeaux. C'était tout pour influencer les gens à essayer de participer davantage. Ça, c'est un peu les grilles que j'ai remplies quotidiennement. Donc, à chaque jour, je mettais la publication des membres. Les membres, c'est les participants dans l'étude. Les publications de la famille modèle. Les publications des administrateurs, qui étaient moi, M. Michel et quelques autres personnes. Puis, je mettais aussi les commentaires, les fameux gels. Je mettais tout ça, tout détaillé dans une grille. Je mettais aussi le type de publication, si c'était une publication simple, juste un petit mot, ou un lien Internet vers un site, des vidéos, des choses de même, pour donner un portrait global de qu'est-ce qui se passait sur les réseaux sociaux. À savoir, est-ce que les gens utilisent plus les liens Internet? Est-ce que les gens préfèrent plus les vidéos? Pour voir si ça pouvait avoir une influence à la suite de cela. Donc, les résultats. L'activité sur Facebook. Ça, c'est le nombre de publications qui ont été placées durant les 4 mois d'études par les participants. Donc là, on a exclu les administrateurs, puis on a exclu la famille modèle. Seulement que les participants, on peut voir que les 2 premiers mois, à partir du 31 octobre, on a commencé au 1er novembre, jusqu'à environ 1er janvier, 3 janvier, il y avait beaucoup de participation. Puis après ça, ça a été très rare. La participation en tant que publication de Facebook. Je ne dis pas que les familles n'ont peut-être pas réduit leur consommation. C'est juste que dans Facebook, la participation a chuté. Encore ici, les commentaires cette fois-ci. On parle de publication, mais on parle des commentaires. Au début, durant les 2 premiers mois, jusqu'à environ 5 janvier, on avait quand même assez une bonne interaction avec les gens dans Facebook. Puis ensuite de ça, c'était presque nul pour les derniers mois et demi de l'étude. Comme j'ai dit, je mettais en note aussi les thèmes, les concepts des publications de Facebook. On voit qu'on parlait souvent de changement climatique, puis on parlait aussi souvent des trucs pour réduire sa consommation d'énergie. Là, ici, j'ai les 2 barres, la barre bleue pour Twitter, la barre bleue pour Facebook et la barre orange pour Twitter. Donc, concentrez-vous juste sur les barres bleues ici. Puis on peut voir aussi qu'on a parlé de chauffage, on a parlé de lumière, d'électroménager, on a parlé d'électricité en général. Il y a eu quelques réactions factures. C'est le premier mois, une personne dit hey, j'ai eu ma facture, je l'ai réduit. J'étais tout content, donc on a mis ça sur Facebook. Puis il y a aussi eu des publications qui avaient moins rapport, puis il y en a d'autres qui avaient rapport un peu, mais ça n'accorderait pas vraiment l'accord du projet. En gros, en fin d'études, on a eu un peu d'aide d'Énergie Nouveau-Brunswick, qui est un peu le même qu'Hydro-Québec, c'est notre fournisseur d'électricité principal de Nouveau-Brunswick, qui nous a fait un tableau avec les données
je pourrais dire, weatherized, donc prenant en compte les données météo de l'année dernière à cette année. Puis on s'est aperçu que l'année dernière, je ne sais pas si c'était le mois de décembre, c'était 25% plus... Non, cette année était 25% plus froid au mois de décembre que l'année dernière. Donc ça pouvait causer des anomalies au niveau de nos données. Donc on a eu l'aide de l'Énergie Nouveau-Brunswick pour essayer de mettre ça tout sur un pied d'égalité pour nous donner le kilowattheure sauvé par chaque famille et la quantité de kilogrammes de CO2 sauvés aussi par chaque famille. Donc la quantité de réduction qu'ils ont faite. Puis on peut voir aussi par famille le niveau d'activité qu'ils ont fait sur Facebook. Comme je l'avais dit, je connais chaque famille, ils ont fait telle chose à Facebook. Donc, on peut voir qu'il y a des familles qui n'ont pas été actives du tout. On peut voir qu'il y a des familles qui ont été très actives, puis il y en a d'autres qui sont un peu actives, puis tout ça. On voit quand même qu'une belle ligne, mais je vais laisser M. Michel continuer là-dessus un peu pour faire l'analyse. On peut voir il y a une petite tendance qui apparaît, mais ce n'est pas très fort. Merci, Sean. Donc, ce sont des résultats préliminaires descriptifs qu'on voit, à part de peut-être la famille G, qui a été très active, mais n'a connu aucune vraiment économie pour dire ça c'est une anomalie. Mais le reste, il y a comme une tendance, comme Sean l'a démontré tantôt, entre l'activité et la capacité d'avoir sauvé en termes de consommation d'énergie dans les années. Donc, c'est prometteur, mais c'est sur un échantillon quand même relativement petit, on se comprend. Impossible d'extrapoler ou de généraliser, mais ça ouvre la porte. Et puis, effectivement, les données de nos entretiens qui s'en viennent vont nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Donc, ce qu'on peut dire comme élément d'interprétation à date, il semble avoir une association relativement étroite entre la consommation d'énergie et l'activité dans le groupe Facebook, particulièrement, en termes de kilowattheures sauvés. Donc, nos indicateurs pour ça, c'est notamment les factures d'électricité. On a une participation pour l'ensemble des familles du groupe Facebook qui était concentrée dans les 2 premiers mois. Donc, il y a cette idée que, bon, ben, comme n'importe quelle chose qui est bright and shiny au début, on embarque, puis là, un peu la persévérance dissipe. Donc, ça, c'est pas inattendu. Fait que si jamais on voudrait construire un outil Facebook, ben, il faudrait tenir compte de ce genre de choses pour essayer d'injecter une nouveauté ou quelque chose pour réanimer après un bout de temps. Aussi, les publications portaient principalement, comme l'a dit Sean, sur le changement climatique et les trucs pour changer. Donc, c'est un peu certaines choses qu'on peut dire avec confiance sur le regard du descriptif. L'analyse des entretiens qui est en cours en ce moment, elle nous permettra de mieux comprendre les résultats descriptifs et peut-être dans cette idée de dynamique familiale. Donc, on a proposé une présentation dans le cadre du colloque sur la recherche et l'éducation relative à l'environnement dans le forum planétaire bientôt. Et puis là, ben, on dépassera un peu les données descriptives pour vous donner une idée, ben, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'expérience humaine vécue. Donc, suite à l'analyse des entretiens de sortie. Bon, notre position par rapport à ça se clarifie. On reconnaît le coût environnemental des technologies. J'en ai parlé brièvement ici et là. On va en discuter certainement. Vous avez des choses à dire là. Mais on accepte la prédominance des médias sociaux dans le monde et on se tourne vers ça comme solution. Une façon une analogie possible, c'est regarde, on sait qu'il y a une révolution industrielle à un moment donné, et puis là, ben, les voitures, il y en a à profusion. C'est notre moyen de transport par combustible fossile, soit voiture, train, etc. On ne peut pas s'en détacher. Mais on peut faire un effort à essayer de changer ce système-là, soit éliminer où c'est possible lorsqu'on a des concentrations denses de population, ou aller vers des technologies où on ne produit pas des gaz à effet de serre. Les médias sociaux, à tort ou à bien, sont là. Peut-on s'en servir pour un mouvement positif? Et finalement, ben, on a un appui pour les technologies, notamment les médias sociaux, comme outils qui peuvent être au service de l'éducation relative à l'environnement. C'est notre positionnement. Et vous? Donc, ça termine la présentation et l'ouverture vers la discussion. Maintenant, je suis hâte de connaître un peu vos perspectives, vos opinions. J'apprécie votre attention. Et puis, à vous la parole.